mais je suis donc avec Pascal Ménadier. Je le remercie grandement. Bonjour Pascal Ménadier, vous êtes avec nous. Ils veulent faire taire Boualem Sansal, intellectuel, auteur, journaliste, ceux qui se sont ligués pour diaboliser la parole de Boualem Sansal, qui a déclaré qu'il voulait d'ailleurs quitter la France l'autre jour. Que s'est-il passé en Belgique à l'Académie royale, Pascal Ménadier? Alors, Boualem Sansal était parti pendant 2 jours en Belgique, tout simplement pour remercier d'abord, vendredi, le Parlement belge, puisque vous savez que c'est le seul Parlement au monde qui a voté à l'unanimité sa libération quand il était en prison en Algérie, puisque même le Parlement français n'a pas voté à l'unanimité. Et donc il a tenu à remercier le Parlement belge. Et puis après, le lendemain, il a été reçu à l'Académie belge, à l'Académie royale belge, pour son intronisation comme académicien. C'est un peu l'équivalent de l'Académie française en Belgique. Et là, il a été... vous savez, normalement, les discours d'accueil sont très codifiés, on dit toujours du bien de l'arrivant, du nouvel arrivant. Et donc là, le problème, c'est que la personne qui était en charge de faire son éloge, c'est Jean-Luc Outère, c'est une sorte d'apparatchik des lettres, qui est un auteur Gallimard, et qui s'est lancé dans un discours de reproches qui a stupéfié tout le monde, tous ses amis, tous les amis de Boualem Sansal présents, au point que l'ancienne ministre Noëlle Lenoir était tellement sidérée qu'elle est partie en criant ce discours est une honte. Elle l'a dit 3 fois. Parce que dans ce discours, Jean-Luc Outers reprochait à la fois l'amitié de Boualem Sansal avec Philippe de Villiers, mais aussi les couvertures du JDD, mais aussi le fait que, et alors là ça a été le pompon, le fait que Boualem Sansal quitte Gallimard. Alors Pascal, bon, c'est vrai que tout ça, on l'a dit sur cette antenne. Pascal, je vous interromps parce que tout ça, on l'a dit en fait sur cette antenne, donc depuis 2 jours. Je voulais qu'on écoute Boualem Sansal. Et effectivement, je crois qu'on peut l'écouter, en tout cas voir Noëlle Lenoir qui avait retweeté, puisque vous parliez de Noëlle Lenoir qui avait quitté cette salle de l'Académie, et ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a dit. Ah bah non plus, je croyais que nous avions le tweet de Noëlle Lenoir. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de lire votre papier, parce que Boualem Sansal parle, lui, de cabale, et vous parlez de complot. Donc, pourquoi complot ? Pourquoi chacun a ses mots. Alors, écoutons Boualem Sansal. Sophia... Pardonnez-moi, je vous interromps, parce que finalement, on peut écouter Boualem Sansal, me dit Marine Lançon. Ah non, pas la France, c'est fini pour moi. Ah ben justement, vous avez quand même un certain détachement. Non, c'est fini, c'est fini. Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays et je me tire. Non, c'est pas possible. Je ne vais pas maintenant me battre avec des Don Quichotte contre les moulins. Hein. Non, je vais aller. J'ai quelques années à vivre tranquille. Voilà, je vais aller, je sais pas où, chez les Belges s'ils veulent de moi ou ailleurs. Hein. Tranquille, j'écris des livres. Ils veulent les publier, ils les publient, ils veulent pas, ils publient pas, puis c'est tout. Mais c'est fini. La France, pour moi, c'est fini. C'est ce que dit Boualem Sansal, la France, c'est fini. Mais donc, il parle, lui, de cabale, vous parlez de complot. Pourquoi complot, Pascal Ménadier ? Moi et Sophia Aram, dans Le Parisien, vous voyez, elle n'est pas suspecte de quoi que ce soit. Sophia Aram, elle, parle de relais très influents, complaisants, au service de l'Algérie. Elle le dit pour un autre écrivain algérien qui est lui aussi très attaqué, qui s'appelle Kamel Daoud, très attaqué dans les médias français, très attaqué par Le Monde, donc une sorte de Quai d'Orsay Empire, et donc il y a une coterie d'écrivains, d'intellectuels, mais aussi de gens qui veulent absolument faire taire ces 2 voix. Le métier de
la liberté, c'est un métier dangereux. Il y a depuis plusieurs années cette volonté de rétablir de bonnes relations avec l'Algérie et qui en fait étouffe le débat intellectuel. Merci Pascal. En tout cas, je renvoie à votre excellent reportage, enquête. Ils veulent faire taire Boualem Sansal. Et c'est vrai qu'Éric Nolot, c'est un sujet qu'on a beaucoup traité. Et c'est pourquoi je voulais avoir Pascal Ménadier qui a écrit cette enquête. Et vous pourrez découvrir, par exemple, Julien Delmer, qui est un écrivain qui a vendu 1000 exemplaires, mais qui explique dans une boucle WhatsApp que le livre de Sansal sort le 8 juin et qu'on va bouffer cette daube matin, midi et soir. Vous avez également Annick Cogin, qui est Annick Cogin, princesse du monde. Je lis le papier de Pascal Ménadier. J'arrive à l'instant même de Los Angeles et découvre les messages émis durant le vol. Je signe, bien sûr. C'est formidable. Donc Laurent Binet, l'ex-prof, ne peut pas écrire sans placer le mot porc à chaque coin de phrase, etc. Donc c'est une petite caste, on l'a dit. Pascal Ménadier a fait une remarquable enquête, mais d'un point de vue historique, il y a eu un basculement. Pendant très longtemps, il y avait une solidarité des écrivains en faveur d'autres écrivains. Même après la Seconde Guerre mondiale, il y a des écrivains qui se sont montrés solidaires d'autres écrivains qui s'étaient très mal comportés pendant l'occupation, qui étaient en prison ou qui étaient même condamnés à mort. Là, on est passé à la solidarité des écrivains contre d'autres écrivains. On est bien placé pour en parler, puisque Richard Millet a été exclu par une pétition de la République des Lettres. Il a été banni, en réalité. Et là, on voit une forme de réplique contre Boualem Sansal et contre Kamel Daoud. Moi, je trouve que passer de la solidarité, d'une logique de solidarité à une logique de meute, ce n'est pas à l'honneur des écrivains d'aujourd'hui. Et je remercie donc Pascal Ménadier. Vous lirez le JD News, 2,20 €, c'est chaque mercredi. Merci beaucoup Pascal et bonne journée à vous. Merci. Enquête, ils veulent faire taire Boualem Sansal, c'est à la une du JD News. Pierre Lelot, je voulais intervenir. Non, pour soutenir complètement ce que vient de dire Éric, en signalant que cette alliance des soi-disant intellectuels est en faveur d'un gouvernement étranger, avec lequel on a les pires difficultés. C'est quand même ça l'histoire. C'est que là, il y a des réseaux très, très actifs. C'est pas et c'est vrai que la presse que vous épluchez chaque matin, Olivier de Lagarde, elle ne s'est pas fait vraiment l'écho des difficultés de Kamel Daoud, des difficultés de Boualem Sansal, des attaques. Bon, ça dépend. Mais ce à quoi on est en train d'assister, Olivier de Lagarde. C'est le début de la grande guerre culturelle qui a commencé et qui va durer, parce que le conflit va aussi se poursuivre pendant la présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, depuis des années, la gauche avait la main mise sur la vie politique, la vie culturelle française. Et en fait, ce magistère est aujourd'hui menacé. Et il se trouve qu'un type comme Boualem Sansal se retrouve finalement au cœur du problème, accusé d'être de droite, si vous voulez. Ça, c'est absolument insupportable. Et au cœur de cette bataille, il y a la question de la race et de la religion. Parce que c'est la nouvelle France versus l'ancienne France. Je vous reprends sur le mot race, puisque les races n'existent pas, cher Pierre. Oui, mais les gens qui parlent racisés, ils parlent de race. Oui, mais c'est toute l'hypocrisie. Il n'y a qu'une race, et c'est la race humaine. Non, je sais bien. Vous savez bien. Oui, vous le savez bien, mais chaque mot... Je sais bien. La France insoumise, Lelouch a raison, ne cesse de parler de racisés. Mais bien sûr. Ne cesse de parler de race. C'est d'ailleurs un drame de voir que cette question-là revient... puisque vous parlez de la France insoumise, d'ailleurs, je fais une parenthèse parce qu'hier on a évoqué Hélène Arnaud, moi j'avais lu le journal Libération et j'avais lu qu'elle préférerait voter Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour contre le Rassemblement national. Évidemment, c'est pas le cas du tout. C'était parti d'une boutade, visiblement, d'une plaisanterie qui a sans doute été extrapolée par le journal Libération. Hélène Arnaud n'a évidemment pas l'intention de voter la France insoumise. Et de la même manière, la France insoumise qui est taxée d'antisémitisme, il est clair qu'Hélène Arnaud n'est pas antisémite. Elle n'ira pas sur ce terrain-là. Et il fallait prendre cela, bien sûr, avec un peu de recul. Et puis, c'est vrai aussi, on a eu cet échange, je crois qu'avec Sarah Salmani hier, une femme qui vote, ça ne veut pas dire qu'elle engage forcément son mari. Elle a sa liberté de penser. Elle a sa liberté de penser, on l'a dit. Donc, dans un couple, chacun son vote, j'ai envie de dire, et c'est bien normal. Donc, hier soir, effectivement, on a eu cet échange. Là, il fallait prendre cela, effectivement, il ne faut pas toujours croire ce qu'on lit, et qu'effectivement, il y a eu extrapolation, en l'occurrence dans le journal Libération, de cette position, et c'était pas, un point de vue politique qu'exprimait Hélène Arnaud. Donc voilà
combien les choses sont dites et bien dites. En revanche, politique justement, avec Charles III. Et alors là, il m'a étonné Charles III hier soir. Oui. La politique est grandiose aussi, le dîner de gala était grandiose. Faut le oui, mais vous retenez l'anecdote. Et moi, je m'intéresse au fond. Ça permet aussi de faire de l'histoire. Non, mais c'est vrai que c'était grandiose. Oui. On souligne quand même, voilà, ils ont vraiment bien fait ça. Depuis 2007, on pense qu'ils n'avaient plus organisé les États-Unis de réception aussi important d'un point de vue image. Bon, est-ce qu'on peut écouter ce qu'il a dit? Parce que c'est un message, je me suis dit, est-ce que le Premier ministre anglais est dans la boucle sur ce message? Forcément. On sait qu'il y a eu plusieurs échanges avec Downing Street, et que Downing Street a même demandé plusieurs modifications d'ailleurs de ce discours qui a été... Alors avant ça, une petite plaisanterie, parce que le roi, alors, il a le sens de l'humour. Oui. Et il a interpellé... Depuis que vous êtes venu à Windsor, vous avez eu des envies d'agrandissement, dit-il, puisque tout est en travaux autour de la Maison Blanche et que Donald Trump cesse d'agrandir. Et écoutez Charles III, qui taquine un peu Donald Trump. En effet, Monsieur le Président, vous avez récemment déclaré que sans les États-Unis, les pays européens parleraient allemand. Puis-je vous dire que sans nous, vous parleriez français ? Bon, et il a se fout de nous quand même. Hein. Non, mais c'est formidable. Il se fout de nous, quoi. C'est pas Donald Trump, quoi. Non, il se fout pas de nous du tout. Un peu. Mais non, il fait allusion à la bataille de Yorktown. Mais j'ai bien compris. À Rochambeau. Mais il est en train de dire. Rochambeau qui a gagné l'indépendance américaine avec l'amiral de Grasse. Ça serait une catastrophe si les Français avaient gagné et qu'ils parlent le français. Voilà. Non, on rappelle quand même qu'il parle très bien français, Charles III, qu'il est très francophile, qu'il adore la France. C'est une petite pique. Il est très subtil. Il a un côté Oscar Wilde, je trouve. L'humour british, quoi. Ouais. Il a un côté Oscar Wilde. Oui, dans son humour, je veux dire, oui. dans son voilà, oui. Bon, non. Ça a quand même coûté la tête au roi de France. Dans son humour. Oui. Comment? Je veux dire, cette histoire a quand même coûté la tête au roi de France. Il faut quand même rappeler que Yorktown, c'est 1781. Le roi de France a mis tout l'argent du royaume pour aider les Américains. Et c'est Rochambeau qui mène la bataille contre la ville de Washington. C'est une histoire extraordinaire. La marine française a gagné sa plus belle bataille à Chesapeake. Et le roi d'Angleterre s'en souvient. C'est formidable. J'entends. Quel hommage. J'entends. Bon, les défis de Charles III, alors ça, c'est l'aspect politique, on va l'écouter. Ça ne peut pas reposer uniquement sur le passé. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, cette phrase. Écoutez et on décrypte ensemble. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont trop grands pour qu'aucune nation ne puisse les supporter seule. Mais dans cet environnement imprévisible, notre alliance ne peut pas se reposer sur les succès passés, ni présumer que les principes fondamentaux perdurent d'eux-mêmes. Comme mon Premier ministre l'a dit le mois dernier, notre partenariat est indispensable. Nous ne devons pas négliger tout ce qui nous a soutenus au cours des 80 dernières années. Au contraire, nous devons nous appuyer dessus. Bon. Ça, c'est quand même intéressant. Ça, c'était dans l'après-midi, donc, au Congrès, devant les deux chambres réunies, devant 535 parlementaires. Et on souligne, on ne le voit pas là forcément, qu'il a obtenu 12 standing ovations. À 12 reprises, les parlementaires se sont levés pour applaudir la parole de Charles III. Ce qui a, nous dit-on, du côté américain, un tout petit peu quand même irrité Donald Trump. Il a eu cette formule un peu drôle. Il dit, vous réussissez, vous, à combler tout le monde, tous les parlementaires, alors que moi, j'y arrive pas. Même les démocrates, vous réussissez à les séduire, alors que moi, j'y suis jamais arrivé. Dit-il, je suis profondément jaloux. Oui, il a eu cette formule. Vous êtes le seul qui arrive à faire lever les démocrates. Moi, j'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas, je suis jaloux. Après, il y a eu... Bon, c'est intéressant aussi. Alors là, qu'est-ce que ça signifie sur le message politique comment vous l'interprétez? Nous avons eu des relations ensemble dans le passé. Ça s'est très bien passé. Il faut que ça continue. Et je veux qu'on continue à écrire l'avenir ensemble. Et ça nous parle aussi à nous, Thomas Bonnet. Ça parle aussi à la France, parce que c'est un discours d'Européen à l'Amérique. Au-delà du discours d'anglais, c'est aussi un discours d'Européen. Et c'est intéressant, la posture de Charles III, qui est un peu en surplomb de la vie politique. Alors évidemment que c'est en lien avec le Premier ministre britannique, mais il arrive un peu à surplomber tout ça et à essayer de rétablir des liens où nous, parfois, on est coincés dans les jeux. Emmanuel Macron parle avec Donald Trump, ça se passe mal, il s'envoie des pics. C'est pas facile de rétablir le lien. Là, le roi, il arrive là, il dit diplomatie parallèle. Mais justement, c'est parce que c'est son rôle, il est au-dessus de la mêlée. Je vous rappelle que c'est un roi, il ne joue pas au foot, c'est l'arbitre. Il arbitre, il est au-dessus de tout cela. C'est pour ça qu'on envoie Charles III. Et c'est pour ça que lui seul peut avoir ce discours. Et indépendamment d'avoir ce discours, on
s'en fout, tout le monde peut avoir les mots de Charles III. C'est la portée qu'il a. C'est justement parce que c'est lui qui les donne, ces mots-là, qu'ils sont repris et que, par exemple, on en parle ici. Sinon, on n'en parlerait pas. Il a beaucoup plus de voix qu'un président, pour le coup. Il faut comprendre qu'on est à un moment où tout le monde s'interroge sur l'avenir de l'OTAN. Les Américains sont sur le départ, les Européens le savent, mais sont très inquiets parce qu'on n'est pas prêt à prendre la relève. Et voilà le roi d'Angleterre qui, au nom de la relation spéciale avec les États-Unis, et au nom de l'Europe en réalité, dit ne partez pas. Il y a des liens fondamentaux. Et c'est un discours sur l'avenir de l'Alliance transatlantique qu'il a fait hier. Exactement. Et c'est très important. Bon, il a parlé également de la grande vision atlantique, pour reprendre ce que vous dites, et il a cité Kissinger, ça va dans le sens de ce que vous dites. Troisième passage de Charles III à un autre moment. Nous sommes très reconnaissants pour ce que Henry Kissinger appelait la grande vision de John Kennedy, c'est-à-dire un partenariat atlantique basé sur 2 piliers, l'Europe et l'Amérique. Bon, ça va dans le sens effectivement de ce que vous dites. Bon. Est-ce que tout cela n'est que pour la vitrine ou est-ce qu'il y aura des conséquences diplomatiques ? On espère en tout cas, l'Angleterre espère qu'il y aura des conséquences diplomatiques, comme vous le dites. Après, ce ne sera plus de l'ordre du roi. Lui, il aura terminé sa mission. Là, il est missionné pour tenter de rabibocher les deux clans. Après, ce sera de l'ordre, en effet, de Downing Street qui devrait tenter à nouveau d'établir un lien. C'est pas facile avec Donald Trump. Il est totalement imprévisible. Là, on est très content. Les Anglais sont très contents. Ils disent ils se tiennent. On a toujours peur un peu du pas de côté. Oui, enfin, les relations sont très mauvaises avec l'Europe. Il y a encore 2 jours, le chancelier allemand a fait une critique au vitriol de la guerre de Trump dans le Golfe. Les relations avec la France ne sont pas meilleures. Donc, ils ont fait un effort, les Anglais, pour essayer de calmer le jeu, mais je crains que ça ne mène pas à grand-chose. Avec l'Italie, ça s'est détérioré avec l'Italie aussi. Bon, voilà ce qu'on pouvait... Pas de côté quand même, on le souligne, vous n'en avez pas parlé, c'est qu'il s'est quand même permis de penser à la place du roi. Dans un de ses discours, je pense que c'est lors du dîner de gala, il dit Charles, plus que moi d'ailleurs, je le crois, est convaincu lui aussi que l'Iran ne doit pas posséder l'arme nucléaire. Là, c'est ce qui est quand même pointé du doigt en disant, bon, là, pour le coup, il se permet de penser à la place du roi, quand on sait que le roi ne peut pas, justement, lui, se prononcer sur ce genre de choses, en tout cas que la Constitution le lui interdit. Quoi que nous soyons également sur Europe 1, on va voir des images, parce que c'est vrai qu'elles sont belles, ces images, et on va les découvrir ensemble. Vous parliez d'un dîner d'apparat. C'est vrai que la tenue de Donald Trump, je crois que c'est la première fois que je le vois comme cela, puisqu'il n'est pas simplement en smoking, il est en habit, je ne sais pas comment. C'est dans l'East Room, qui est la plus grande des salles donc, de la Maison Blanche. Et on peut revoir ces images pendant que vous parlez, parce qu'elles sont particulièrement... Elles sont très glamour, c'est vrai. Voilà, c'est aussi le but de ce voyage-là, c'est que l'ensemble des pays rallient, diffusent ces images. Il y avait une consonance un peu française. Les menus, nous dit-on, étaient rédigés en français, comme on le fait lorsque l'on est reçu à la cour en Angleterre. Et alors, pour vous donner une idée, le menu, c'est un velouté d'herbes de jardin qui a été servi, des ravioles de printemps aux morilles, une seule de Douvres et un gâteau au chocolat en forme de ruche, référence justement aux ruches qu'ils avaient inaugurées la veille, sur un crémeux onctueux à la gousse de vanille déposé sur une Joconde aux amandes. Malheureusement, nous dit-on, les vins étaient américains. Les vins, les vins étaient américains, mais alors je vois que tous les français, je vous l'ai dit. Je vois que on est au-delà de tenue correcte exigée. Là, on est vraiment, tout le monde est en habit. Il a beaucoup de médailles à sa veste, le roi. Il a beaucoup de... Oui, c'est des différentes décorations dont il est. Alors pour le coup, il a l'embarras du choix. Mais quand t'es roi, t'as quelques décorations. Généralement, tu dois les avoir toutes. Ça prend tout le flanc de sa veste. Vous voyez la reine. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Ça doit être toutes ces médailles. Je ne sais pas s'il y a des médailles en haut, des médailles en dessous, et vous faut faire attention à ne pas les faire tomber. La reine, pour le coup, porte une parure de 1817 qui appartenait à la mère de la reine Victoria. Et vous verrez, subtilité, elle ne porte pas de diadème. Pourquoi ne porte-t-elle pas de diadème ? Parce qu'elle est en république, en quelque sorte, et qu'on ne froisse pas l'autre. Mélania ne pouvant pas porter de diadème, eh bien, elle ne porte pas de diadème, elle se met au même niveau, en quelque sorte. C'est pas mal, la civilisation. Ouais, c'est pas mal. Il y a un autre trait d'humour. La parure, on voit la parure, vous dites, elle est de 1817.
améthyste et de diamants ayant appartenu à la duchesse de Kent, qui était la mère de la reine Victoria. Elle date de 1817. La dernière fois qu'elle a été vue en public, c'était sur Elisabeth II. Bon, ça doit dater des années 1980. Ah oui, donc elle porte les bijoux que portait également Elisabeth II. Oui, ça se passe de génération en génération. Les bijoux de famille. Oui. Il y a c'est intéressant. Il y a eu un autre trait d'humour de Charles III qui est très très drôle. Vous savez qu'il y a même des actions en justice pour empêcher Trump de construire sa ballroom, sa salle de bal, dont il était question après l'attentat. Donc il veut construire ça. Et alors Charles III lui dit, mais nous, la dernière fois qu'on avait des projets immobiliers à la Maison-Blanche, en fait, on y a mis le feu. C'était en 1814. Donc il était assez... Il est revenu sur cet épisode où l'armée anglaise avait cassé la Maison-Blanche pour se moquer un peu du président américain. Sinon, il y avait près de 300 convives, dont évidemment des juges, des sénateurs, des secrétaires d'État, mais aussi Jeff Bezos, vous savez, le fondateur d'Amazon, avec son épouse Lorraine Sanchez, Tim Cook, qui est le PDG d'Apple aussi, ou le PDG de Blackstone, entre autres. Il y avait du beau monde. Je vais vous remercier. Vous allez laisser votre place à Juliette Sada, qui va nous parler malheureusement d'une affaire dramatique. Et la disparition de Manon Rolando, le conjoint de Manon Rolando, jeune mère de famille de la région nantaise. Vous êtes sans doute au courant de cette histoire dramatique qui n'a plus donné signe de vie depuis le 27 mars dernier, a été interpellé en Algérie avec leur fille de 15 mois. Et ce conjoint donc avait disparu depuis quasiment un mois. Déclaration du procureur de Nantes, Antoine Leroy. Juliette Sada va prendre votre place, Bertrand. Je vous confirme également que le conjoint de la disparue a été interpellé par les services de police algériens. Hier, lundi 27 avril 2026, sa fille Inaya était avec lui. Il n'est en l'état pas possible de vous fournir plus d'informations. C'est un homme de 41 ans qui a pris l'avion le 2 avril avec leur fille. Bonjour Juliette Sada. Bonjour. Vous allez nous donner des informations, mais avant cela, je vous propose peut-être d'écouter, c'était un document de nos confrères d'RTL, la mère de Manon Rolando qui a été interrogée et qui, évidemment, espérait encore. J'ai été soulagée d'apprendre que Karim Boukari était arrêté. La petite est en sécurité chez la maman Karim. Donc, si à mon temps, je la remercie d'en prendre soin. Et j'espère qu'elle reviendra vite en France. Maintenant, j'espère que Karim va dire la vérité, va dire ce qui s'est passé, va répondre à toutes mes questions. L'âme de ma petite, je ne sais pas si elle est au ciel, je ne sais pas si elle est en détresse, j'en peux plus. Donc peut-être que Manon m'entend. Ma chérie, garde ta force, tu sais, on t'aime. Et puis on t'aidera à remonter ça. Moi, j'en peux plus, mais je garde ma force et puis je la garde pour Manon, pour Inaya. Et puis que justice soit faite. C'est une histoire évidemment dramatique, Juliette Sada. Est-ce qu'on a des informations sur l'enquête que vous pouvez nous donner? Alors, il est donc suspecté de meurtre et d'enlèvement. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. C'est comme ça que les autorités algériennes ont mis la main dessus. Le problème, c'est qu'il est de nationalité algérienne. Il n'est pas binational. Il se trouve actuellement sur le sol d'Algérie. Donc, en théorie, la France peut demander l'extradition, mais rien n'oblige l'Algérie d'accepter. D'ailleurs, en règle générale, l'Algérie n'extrade pas ses ressortissants, surtout quand ils sont uniquement de nationalité algérienne. Ils peuvent proposer, par contre, le principe extrader ou poursuivre. Donc, c'est des poursuites locales. L'Algérie se propose de juger elle-même l'accusé sur son territoire si la France le demande. Donc, ça, c'est une première option. La deuxième, les poursuites et le travail judiciaire peuvent continuer en France. Le mandat d'arrêt peut valoir mise en examen et le parquet de Nantes va continuer l'enquête et puis peut juger ce suspect en son absence. Donc il sera condamné sûrement à une peine de prison en France, mais qu'il n'effectuera pas évidemment. Mais en tout cas, il ne pourra plus jamais remettre les pieds en France sous peine d'être mis derrière les barreaux automatiquement. Pour rappel, un appel à témoins avait été lancé afin de permettre de retrouver la jeune femme de 31 ans qui est agricultrice à Saint-Étienne-de-Montluc, c'est à une vingtaine de kilomètres de Nantes. Et les premiers éléments de l'enquête laissaient envisager évidemment une triste issue pour Manon Rolando. Elle aurait été victime d'un féminicide. C'est d'ailleurs la une ce matin du journal Le Parisien. Que dire sinon d'expertiser ce que vous venez de faire, les suites judiciaires. Et je comprends qu'il restera
peut-être en Algérie, même s'il a été interpellé aujourd'hui. Il va être, dans ces cas-là, il est emprisonné en Algérie. Comment ça se passe ? Il est actuellement emprisonné, en effet. Il va être interrogé. C'est déjà un bon signe de coopération de la part des Algériens d'avoir mis la main dessus. Le parquet de Nantes a indiqué que les autorités restaient en contact avec les agents, les enquêteurs sur place. Et en effet, il pourra être jugé en Algérie et emprisonné en Algérie pour ce qu'il a commis en France. Cet individu, il était déjà connu des services français. Il avait été condamné en 2019 pour des violences conjugales, déjà sur une autre compagne. Et donc l'enquête continue, surtout pour retrouver Manon. L'élément que vous nous donnez est très important. Ah oui, c'est primordial. L'élément que vous nous donnez est très très important. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été condamné. Donc c'est quelqu'un qui est condamné pour violence conjugale, qui est de nationalité algérienne, qui reste sur le sol français. Il était sous OQTF ? Il était sous OQTF, oui. Oui ou non ? Non. Non. Donc, c'est intéressant parce que si c'est quelqu'un qui est condamné par la justice française pour violence conjugale et qui n'est pas sous OQTF... Non, il n'était pas sous OQTF, il avait été condamné à du sursis, mais il n'avait pas écopé d'une OQTF. Donc vous voyez, en fait, c'est toujours pareil. Je vais encore utiliser la formule que j'utilise toujours. On ouvre le capot. C'est-à-dire qu'on voit comment ça se passe en France. C'est-à-dire quelqu'un qui est condamné pour violence conjugale, qui est un étranger, n'est pas ramené à la frontière, on ne lui demande pas de quitter le pays, et il n'est pas sous OQTF. Donc des cas comme ça, il y en a sans doute des dizaines, et peut-être des centaines. Il recommence après. Et c'est ça ouvrir le capot. Souvent dans le cas de violence conjugale. C'est ça ouvrir le capot. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette affaire, on ne saurait pas ça. Mais les dysfonctionnements qui existent dans la justice française, parce que évidemment l'information que vous nous donnez, elle est primordiale. Je pense que tous ceux qui nous écoutent disent un étranger qui est condamné même avec sursis, il n'a rien à faire en France. Il n'a rien à faire en France. Donc il doit être renvoyé. Alors en plus, avec l'Algérie, l'Algérie ne reprend pas... Je précise quand même que l'OQTF n'est pas une peine attribuée par le tribunal. C'est la préfecture qui délivre l'OQTF. Mais vous Est-ce avez qu'il raison, pourrait y avoir en effet une OQTF d'office lorsque quelqu'un est condamné à des délits ? Le tribunal peut prononcer une interdiction de territoire français qui n'est pas une OQTF, et on ne sait pas là en l'occurrence. Moi j'aime bien vraiment savoir, comment dire... Je répète, ouvrir le capot, de voir comment justice, administration fonctionne en France. Enfin, le sujet, c'est qu'on a aussi quelqu'un de condamné pour violence conjugale qui récidive, donc il n'y a pas de suivi dans les violences conjugales. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. Quand il y a un féminicide, j'aime pas trop ce mot, souvent, la personne a été condamnée, il y a eu des alertes, ça n'a pas été suivi, et il y a des femmes qui continuent de décéder sous les coups de leur conjoint. Le Parisien, à juste titre, aujourd'hui, a fait sa une sur ce sujet qui est évidemment les violences conjugales ou les violences des hommes sur les femmes. C'est un sujet primordial. La peine d'expulsion du territoire après une condamnation est une vieille histoire en France. On n'a jamais réussi à avoir un texte qui dise vous êtes condamné, vous partez. Écoutez, vous avez juste à le voter en fait. C'est la double peine et à chaque fois ça fait... À chaque fois il y a eu blocage. La gauche ça fera partie de la campagne de 2027 où chacun devra se déterminer sur ce sujet. Même les macronistes sont en train d'évoluer là-dessus. Mais c'est pour ça que 2027 va être intéressant. Mais il y a le Conseil constitutionnel qui derrière... Je vous répète, il y a une campagne qui arrive et tous les candidats, on les interrogera sur ce sujet et ils donneront leur avis sur ce sujet. La compagne donc a disparu le 27 mars dernier et lui prend l'avion le 2 avril. Et il va où ? En Algérie parce que effectivement, il est algérien. Et il prend sa fille de 15 mois. Il l'emmène. Donc d'ailleurs, quel est l'avenir de cette petite fille Alors justement, pour elle, c'est beaucoup plus facile de rentrer en France. Là, elle a été confiée à la maman du suspect en Algérie. Mais bon, elle est française, elle est née en France. Donc la justice va probablement la placer auprès des grands-parents maternels ou l'aide sociale, plutôt la famille de Manon, de sa maman. Et puis la famille demandera à ce qu'elle rentre. Et les règles de l'extradition ne s'appliquent pas pour un enfant, pour un mineur. Ce qu'il faut préciser en matière d'expulsion, le droit actuel, quand vous êtes clandestin en France et que vous avez un enfant qui est né en France, vous n'êtes pas expulsable. Vous n'êtes pas expulsable en tant que clandestin. Donc là, visiblement, il a un enfant de 15 mois. Alors, en effet, les faits de violence conjugale remontent à 2019. Et ça peut expliquer pourquoi, notamment, il n'a pas été expulsé au cours des derniers mois. Pierre Lelouch. Quand vous partez, vous passez une frontière, même avec un enfant de 15 mois, vous présentez les papiers d'identité de l'enfant. Bah oui. Une des choses à savoir, c'est qui l'a reconnu,
quel papier, est-ce qu'elle avait un passeport français, cet enfant? Et ça a des conséquences majeures sur son éventuel retour, naturellement. C'est-à-dire que ce que vous dites également, et toujours dans cette logique d'ouvrir le capot, c'est qu'a priori, un père de nationalité étrangère ne peut pas quitter le sol de France avec un enfant français sans qu'il y ait une vérification importante ou précise. C'est ça que vous dites. Cet enfant avait des papiers. Oui, je ne vois pas comment il a pu passer les frontières sans papier. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il n'y a pas d'irrégularité à ce vol-là pour l'enfant. Non, mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est qui a demandé les papiers, quand, par rapport à ce qui s'est passé. Parce que là, il a pris l'avion 5 jours après la disparition de cette femme. Mais peut-être, ce que vous appelez des papiers, tu n'as pas de papier à 15 mois, tu es sur le passeport de ton père ou de ta mère. Voilà. Donc sans doute était-il déjà... sans doute était-il avant, puisque entre le 27 mars et le 2 avril, tu n'as pas le temps de faire des papiers. En France, c'est généralement un temps plus long. Donc vous pouvez imaginer que, généralement, on a ses enfants sur son passeport. Lorsque... Oui, mais c'est un enfant français. Maintenant. Les enfants, même très petits, ils ont leur propre passeport. Mais oui. Ça, c'est un point à regarder, parce que... Non, mais vous avez parfemment raison, c'est que... quand il y a un fait divers... C'est plus possible d'inscrire son enfant sur son propre passeport. Ça existe plus. Écoutez, vous voyez, moi, quand mes enfants étaient mineurs, surtout sur un passeport étranger. Surtout sur un passeport étranger. Donc cet enfant de 15 mois voyage forcément avec des papiers d'identité personnels, c'est ce que vous voulez dire. Quel que soit son âge. Et ça, c'est très intéressant, parce que là aussi... s'il y a eu dysfonctionnement, c'est intéressant de voir, et c'est ce qu'on découvre à chaque fois. Et c'est de savoir quelle nationalité a cet enfant. Il est français. Mais il peut être binational. Il peut avoir des papiers. Ouais. Si son père est algérien, il peut avoir des papiers algériens. S'il les a demandés, oui. Non, mais lui n'est pas binational. Mais lui, il est que algérien. Non, lui est algérien, mais s'il est allé au consulat d'Algérie, il a pu demander des papiers pour sa fille, et des papiers algériens. Et alors là, à mon avis, le retour de la petite fille, ça risque d'être plus problématique. Tout à fait. Bon, merci beaucoup en tout cas, Juliette Sada. C'est une histoire évidemment dramatique, et on peut avoir une pensée évidemment pour la mère de Manon Rolando, et il n'y a pas grand-chose, hélas, à ajouter. En revanche, Bruno Retailleau lui a répondu à Emmanuel Macron sur l'Algérie. Dans une lettre, il répond chef de l'État, qui a qualifié de maboule ce qui nous explique qu'il faudrait se fâcher avec l'Algérie. Une fois de plus, vous avez choqué, dit Bruno Retailleau. Une fois encore, vous avez esquivé, quitte à ouvrir une de ces polémiques dont vous avez le secret. Au moins auriez-vous pu avoir la franchise d'assumer que vous me mettiez en cause. Je n'aurais pas cette fausse pudeur, Monsieur le Président. Nos compatriotes, qui dans leur immense majorité sont favorables à une politique de fermeté envers le gouvernement algérien, ne sont pas des baboules, mais simplement des Français qui exigent que la France soit respectée. L'occasion pour Bruno Retailleau également. Dans ce courrier, il dresse la liste des divergences exposées au grand jour alors qu'il était à Beauvau, l'immigration, une chance pour Emmanuel Macron, la dénonciation des accords de 68 ou encore l'impossibilité pour celui qui était alors ministre de l'Intérieur d'avoir la main sur les visas d'entrée afin d'en diminuer le nombre pour les États comme l'Algérie refuse de reprendre des ressortissants clandestins. C'est une réponse. Je pense qu'il a raison de répondre. Il a raison d'aller au contact de la conversation ou de la discussion qui doit exister dans un État. Le plus intéressant presque, j'allais dire, dans tout ça, c'est le fait qu'il envoie une lettre au président. Le contenu est évidemment intéressant, on sait ce que pense Bruno Retailleau de ses divergences avec Emmanuel Macron. Le fait qu'il en fasse une lettre formelle qu'il adresse au président de la République, qu'en plus cette lettre après est destinée à la presse, c'est très intéressant parce qu'il instaure évidemment le duel à distance. Il a très souvent dit, et on le sait quand on parle avec son entourage, il a essayé de pousser un certain nombre de sujets et à chaque fois, quasiment, le président de la République s'y était opposé. Donc, alors effectivement, beaucoup aujourd'hui font le procès de Bruno Retailleau en disant qu'il n'a pas agi sur tel ou tel dossier. On pourrait en parler, mais il y a aussi une vérité, c'est qu'Emmanuel Macron l'a bloqué à beaucoup d'égards. La question des visas est clé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être celui qui fait partir davantage d'étrangers, et en même temps, vous avez le Quai d'Orsay qui se félicite de l'augmentation du nombre d'étudiants algériens en France. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais en même temps... Pierre Lelouch. Pardon, mais en même temps, c'est lui qui a voulu être ministre dans ce gouvernement-là, avec un ministre des Affaires étrangères qui disait l'inverse de ce qu'il voulait faire. Oui, mais à partir du moment où on rentre dans le gouvernement de Macron, on vit avec les conséquences, y compris l'incapacité de mettre fin à cet accord. Qu'est-ce qu'on fait? Faut rien faire. Faut rester à l'extérieur. Il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Tu penses, quand tu entres dans le ministère ou dans le ministre, que tu penses que tu vas pouvoir exercer un peu d'influence. Et il en a eu. Il a eu de l'influence d'ailleurs sur les esprits et sur, il a dit les choses.
Et je pense qu'il a eu raison de dire les choses. Il a ouvert les yeux aux uns et aux autres. Avec les limites de travailler dans un gouvernement qui ne partage pas ses vues. Et lorsqu'il s'est agi de mettre fin à l'accord de 68, alors que la totalité de la population était de cet avis, non, mais j'entends, il le dit. J'entends Pierre Il aurait mieux Lelouch. fait de démissionner à ce moment-là. Bien sûr, c'est ce que je lui ai dit. D'ailleurs, à ce moment-là. Sa sortie, mais là, c'est une bonne opération pour. Mais c'est toujours Bruno le même Retailleau. débat. Est-ce que Jacques Chirac aurait dû démissionner en 86 quand François Mitterrand a refusé de signer les ordonnances? Par exemple. Ça aurait évité 88 et 95. Je pense que vous avez raison, d'ailleurs, il aurait dû démissionner. Moi, je pense que c'est une bonne opération pour Bruno Retailleau, cette histoire, parce que finalement, ça le replace au centre de la présidentielle. Olivier et Daguerre. finalement, et on dit d'ailleurs que c'est volontaire de la part de Macron de finalement faire cette mauvaise manière à Bruno Retailleau, qui lui fait de la publicité, pour tacler Édouard Philippe. Ouais. Par ailleurs, c'est d'un coup à plusieurs bandes, alors là... Vous voyez, Trop compliqué pour moi. En fait, il a raison de son point de vue, bien sûr. Il a raison parce qu'il ne sait de rien, Bruno Retailleau. Et il annonce sa fermeté. Et effectivement, comme toujours, Emmanuel Macron a voulu jouer au malin en disant « je ne vise pas Bruno Retailleau ». Et ce qui est une manière aussi d'avancer et qui montre la psychologie de Emmanuel Macron. Et l'autre lui a répondu. Et a dit j'ai bien vu que vous parliez de moi. Mais et je veux répondre. Emmanuel Macron divise l'espace politique entre Maboul et non-Maboul. On peut lui demander qu'est-ce que les non-Maboul ont obtenu de l'Algérie. Qu'est-ce que la stratégie de conciliation, la méthode douce a obtenu? On a obtenu de se faire marcher sur la tête tous les 2 jours. Voilà, et on l'a vu encore avec l'affaire Kamel Daoud, c'est-à-dire qu'ils poussent de plus en plus loin. Et quand ils entendent ça, les Algériens, que Emmanuel Macron traite ceux qui ne sont pas sur sa ligne de Maboul, ils doivent se frotter les mains en disant continuons notre stratégie. Et soyez en passant, il n'y a eu aucune réaction d'Emmanuel Macron sur l'affaire Kamel Daoud. C'est incroyable. Non, mais ça, c'est incroyable. Il préfère parler de l'affaire Grasset. Ni d'Emmanuel Macron, à la limite, ce qu'on peut comprendre. Non. Mais au moins du ministère de la Culture. Mais il y a eu une réaction du ministère de la Culture. Oui, c'était un truc très laconique sur une dépêche AFP, pardon, mais c'est pas à la hauteur. Enfin bon, voilà. Je voulais vous faire écouter... Il n'y a pas de gouvernement. Je voulais vous faire écouter Jean-Noël Barrot, qui hier, effectivement, a répondu parce qu'il a été interrogé là-dessus. Et il ne donne pas un argument, pas un chiffre. Je rebondis sur ce que vous disiez, c'est-à-dire la stratégie mise en place par le gouvernement. Qu'a-t-elle obtenu, cette stratégie? Rien. Mais M. Barrot dit le contraire. Il dit ça va mieux, etc. Mais il ne dit rien du tout. Il ne donne aucun argument, aucun chiffre. Donc écoutez cet échange hier. Nous ne voulons pas la guerre avec qui que ce soit, mais nous voulons un État fort, qui se respecte et se fait respecter. Pas d'un président qui joue les docteurs Maboul, pour reprendre ses mots. Quand le président de la République s'occupera-t-il correctement de nos relations internationales, dernière prérogative lui restant? Le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, n'a qu'une seule boussole, c'est de défendre l'intérêt de la France et des Français. Et l'intérêt des Français en Algérie, qu'il soit sécuritaire, qu'il soit migratoire ou qu'il soit économique. Et cela passe nécessairement par un dialogue très exigeant pour obtenir des résultats. Et cela fonctionne. Après le déplacement du ministre de l'Intérieur, après 1 an de blocage complet, la coopération entre la France et l'Algérie sur le plan migratoire et sécuritaire a repris. Il y a de premiers résultats. Ils doivent se consolider. Alors bien sûr, ça n'est pas encore une situation satisfaisante. Bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin. Bien sûr, nous restons mobilisés pour obtenir la libération définitive de notre compatriote Christophe Glaise. Mais faire croire aux Françaises et aux Français qu'en rompant définitivement le dialogue avec les pays qui nous entourent et que par l'invective on peut obtenir des résultats, c'est soit de l'aveuglement, soit de la démagogie, Madame la députée. Il y a des résultats, mais on ne sait pas lesquels. Ouais. C'est-à-dire que tout ça est flou. C'est vraiment... Il y a des résultats, enfin tout ça, si on avait, il le dirait. C'est un bingo, c'est coopération, coopération sécuritaire, ça veut à peu près tout et rien dire, parce qu'on nous dit c'est les services secrets, par définition on ne peut pas le vérifier. Dialogue exigeant, il faudra qu'un jour qu'on m'explique ce que ça veut dire, dialogue exigeant de la part du Quai d'Orsay, c'est un bingo, c'est-à-dire c'est tous les mots valises qu'on met à chaque fois. Et dans les faits, il n'y a pas de concrétisation. Sinon, on le saurait dans les OQTF, ils ne sont pas plus exécutés aujourd'hui qu'hier, c'est pas vrai. S'il y avait des résultats, crois-moi, il le dirait. Donc là, il dit rien, avec des mots, comme vous dites, valises, parce que, comme vous le dites, la stratégie des non-Maboul... Ça ne marche pas. Non, il dit quand même que Nunez, c'est mieux que Retailleau. Oui. Voilà, il dit, le ministre Nunez y est allé, tout va bien.
Voilà. Bon, le chapitre politique avec Marine Le Pen qui a été interrogée dans les couloirs de l'Assemblée nationale sur la sortie récente du livre de Gabriel Attal. Elle a tourné, elle a un peu ironisé sur l'ancien Premier ministre, mais c'est un peu le jeu, forcément, on va rentrer là. C'est la première à l'avoir fait quand même. Une des premières. Je trouve pas ça très drôle. Mais bon. Qu'est-ce que vous trouvez pas drôle? Qu'elle se moque de Gabriel Attal, je trouve pas ça très drôle. Vous êtes pas drôle? Oui, vous trouvez pas drôle parce que vous n'aimez pas Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle dirait que le ciel est bleu, vous diriez que c'est pas drôle non plus. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand elle parle de son père et qu'elle dit que ça a été difficile. Mais là, elle dit c'est pas drôle d'ailleurs. Elle dit simplement que les journalistes n'ont pas de recul sur le livre de Gabriel Attal. Je veux dire le livre de Cosette. C'est intéressant ce que vous venez de dire, Sarah. Parce que vous dites, quand elle parle de son père et qu'elle dit que c'est difficile, vous savez ce que les gens lui rétorquent à chaque fois? Oui, vous avez grandi à Saint-Cloud, dans le château, et à chaque fois, Donc justement, on lui rétorque précisément, ça. elle est bien placée pour savoir ce que c'est. Justement, elle n'a jamais mis en avant les difficultés sociales. Donc en fait, mais la vraie question, c'est est-ce que Gabriel Attal, sur le plan financier, a une vie difficile? Parce qu'il faut avoir souffert sur le plan financier pour avoir une vie difficile? Pas du tout. Pas du tout, c'est uniquement sur le plan financier, c'est uniquement ça qu'elle met, qu'elle pointe. Puisque dans le livre, visiblement, c'est ce que met en avant. C'est plutôt des difficultés d'ordre familial, plus que financières. Il parle des addictions de son père. Il parle du fait que sa mère était seule à un moment de sa vie et que ça a pu être compliqué. Ça, on peut l'entendre. Après, effectivement, alors voyez Marine Le Pen sur la ficelle. Alors peut-être faut-il, avez-vous raison d'ailleurs, peut-être ne faut-il pas intervenir dans la vie privée des uns et des autres. C'est lui qui le met en avant. Il l'expose. C'est lui qui l'expose en l'occurrence. Sa vie privée. Il l'expose peut-être pour avoir une forme d'empathie et ça crée l'effet inverse. Alors je ne sais plus quoi vous dire. Écoutons, je sais que je ne sais rien. Je voulais défendre Gabriel Attal, mais bon, écoutez Madame Le Pen. Si j'ai quelque temps, peut-être, mais je suis un peu étonné, encore une fois, de ces storytelling qui sont diffusés auprès des médias sans aucun recul des mêmes médias. Voilà. Donc peut-être je lirai le livre de Cosette, si j'ai un peu de temps. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas de recul par rapport à du storytelling? Et je ne parle pas simplement de Gabriel Attal, mais en général, il y a beaucoup de livres politiques qui sont faits, où les uns et les autres... Souvent, les journalistes n'ont pas lu les livres quand ils les reçoivent. Donc, bon. Si. Mais je ne parle pas de vous du tout. J'ai lu le livre de M. Copé l'autre jour. Oui, dans des rares en France à l'avoir fait d'ailleurs. Oui. Mais j'ai une question subsidiaire. Et vous êtes sûr qu'elle ne parle que de Gabriel Attal, là? Oui. Non? Il n'y a pas un petit tacle secondaire sur M. Bardella? Non? Ah non, je ne l'ai pas vu du tout comme ça. Il fait la une de Paris Match, mais la pipolisation dénoncée par Marine Le Pen elle ne dénonce pas la pipolisation, elle dénonce... Elle ne parle pas de la pipolisation, je crois pas. Ah oui, non. Elle dit... Pas de recul, excusez-moi. Non, mais c'est pas... Je n'avais pas vu... Moi, je pense qu'elle parle d'elle, en fait. Je pense que sa vie... J'avais pas vu sous cet angle-là, mais... A priori, mais elle n'a pas intérêt à mettre en difficulté Jordan Bardella. Oui, mais vous savez, il y a l'intérêt et puis il y a des réflexes un peu plus primitifs de rivalité, même au sein de... Non, mais là, vous projetez vos propres psychismes sur, sur les autres. Je suis parti foutuiste, mais vous savez comment il fonctionne, il n'y a pas d'adhérents. Vous projetez votre... Non, mais écoutez, on ne peut pas ne pas y penser. Moi, je n'y ai pas pensé. Alors là, vous êtes franchement, pour penser à ça, vous m'inquiétez. Mais ce qui est vrai, en revanche... C'est un peu court comme argument, Monsieur Pro, quand même. On vous a connu. Vous m'inquiétez. Mais vous projetez... Je suis là pour ça. Non, je suis là pour décrypter. Nous sommes d'accord. Nous sommes tous là pour décrypter. Ceux qui projettent des choses que personne n'imagine, tu te dis, tiens... Personne n'imagine? J'ai jamais entendu ça. Là, sur cette, parce que vous interdisez d'imaginer. Mais moi, non, parce que moi, du côté de la littérature de l'imagination. Oui. Je me dis, quelques semaines après que M. Bardella a exposé ses amours, que je trouve d'ailleurs très touchantes, en une de Paris Match, dénoncer la pipolisation ou la mise en scène de la vie privée par Marine Le Pen, il me semble... Il y a une petite musique chez les commentateurs qui voudrait qu'il y ait une rivalité entre Marine LePen et Jordan Bardella. Oui, mais c'est une rivalité économique, sur le plan économique. Non, mais attendez... Quel commentateur, Olivier? Quel commentateur? Elle n'existe pas. Quel commentateur? Pas mal. Là, on peut dire des éditorialistes. Moi, j'en lis à longueur de journée. Chaque fois que... Ça leur ferait peut-être un peu plaisir, en fait. Mais voilà... Mais bien sûr, mais parce que d'abord... c'est la réalité que moi je vois, c'est pas celle-là. Il y a une sorte de truc étonnant au Rassemblement national. A priori, on a le chef du parti et celle qui est désignée comme étant présidente toujours numéro 1, ils s'entendent très bien. Et en fait, le truc fonctionne comme ça. Si ça ne sera pas l'une, ce sera l'autre. Pour un observateur politique, vous avez vu dans l'histoire Hollande qui disait de Macron, mais écoutez, c'est ce qui me doit, évidemment qu'il n'y a pas de rivalité. Monsieur Balladur et Monsieur Chirac, un ami de 30 ans, comment imaginer que...
au sein d'un parti, au sein de gens qui pensent la même chose, il y a des rivalités. Pierre Lelouch doit être quand même bien placé pour en parler. Il y a des rivalités. Il y a des rivalités. Là, pour le moment, ça se passe plutôt bien. a raison, il y a toujours des rivalités. Franchement, surtout quand on s'approche de l'échéance. Oui, voilà. En revanche, moi j'ai entendu Mme Le Pen critiquer le livre de Cosette. Elle n'a pas parlé de l'impératrice Sissi. Et justement, en fait, elle parle pas seulement du livre. Elle critique pas le livre, elle critique la façon avec laquelle les médias analysent. Exactement. Et le parallèle qu'on peut faire avec Bardella, c'est que Jordan Bardella, dans son livre, avait parlé de son enfance à lui en Seine-Saint-Denis. Rappelez-vous les commentaires qui avaient accompagné la sortie de ce livre, où on l'avait moqué en disant ouais, il n'était pas si malheureux que ça, Jordan Bardella, son père était chef d'entreprise. En revanche, pour Gabriel Attal, ça semble passer un peu plus... Marine Le Pen, elle a écrit à l'AFP, visiblement, elle dénonce la violence de l'extrême gauche. Elle dit la sécurité du candidat est une vraie préoccupation parce que l'extrême gauche est de plus en plus brutale et violente. Personne n'a jamais empêché un meeting de Mélenchon. Il n'y a jamais de contre-manifestation contre un meeting de la France Insoumise. Ce n'est jamais arrivé, ça n'existe pas. Elle a raison. Je souhaite un second tour face au bloc central. Je pense que ce qui est à faire est très important et qu'il est nécessaire d'avoir la force d'une élection de choix et pas d'une élection de rejet de l'autre candidat. Elle n'a pas tort de préférer effectivement... Elle prend le contre-pied des autres, parce que tous les gens du bloc central, tous les candidats potentiels espèrent affronter Marine Le Pen, parce qu'ils se disent qu'ils vont l'emporter. Dans les sondages, le RN est donné vainqueur face à Jean-Luc Mélenchon, plus difficilement face à un candidat du bloc central. Pour autant, elle prend le contre-pied en disant... Mais elle a raison. Elle a raison parce que si... de choix. Elle a raison parce que elle serait mieux élue face à Édouard Philippe. Ce serait un choix de société qu'un choix par défaut. Elle a raison. Bien évidemment. Et ça nous éviterait un entre-deux tours très psychodramatique. Oui, en passant. Si on se retrouve avec Olivier de Lagarde. Si on se retrouve avec un deuxième tour Mélenchon, Le Pen ou Bardella... moi, je vous prédis un entre-deux tours compliqué. Et après alors. Et un après encore plus compliqué. Bon, ça, dans tous les cas, je crois qu'on aura ça. Mais personne n'en sait rien. Mais en revanche, je trouve que ceux qui nous suivent savent que je pose la question à chaque interlocuteur. Et je trouve que cette réponse est essentielle, pour tout vous dire, entre le RN et LFI, qui vous choisissez. Et je m'aperçois que beaucoup de gens ne veulent pas répondre à cette question. Elle est pourtant... je crois qu'on aurait beaucoup de surprises. On aurait beaucoup de surprises. Moi, je pense, ma théorie, je pense que, par exemple, dans le bloc central, pour faire large, beaucoup voteraient pour Jean-Luc Mélenchon. Je suis persuadé que dans un duel face au Rassemblement national, malgré tout ce qu'ils ont pu dire... Bien sûr, mais je pense qu'on serait surpris par l'écart. C'est ce que disent les sondages. Je ne crois pas aux 70-30 qu'on a annoncé parfois, Bardella-Mélenchon. Il faut ce qu'ils veulent. Oui, mais il faut le dire alors. Oui, il faut le dire. Il faut l'annoncer. Il faut le dire. 9h50, Thomas, il est là. Et c'est le carillon d'Europe 1